Cette partie du cours va être un peu plus théorique qu'habituellement. On va voir plusieurs théorèmes qui vont nous amener à éventuellement à démontrer le théorème fondamental du calcul et à établir un outil vraiment important qui s'appelle la règle de L'Hopital qui va nous faciliter la vie pour résoudre des limites qu'on était capable de résoudre en différentiel, mais qui va aussi nous permettre d'effectuer le calcul de limites de fonctions pour lesquelles on n'était pas capable de trouver de solution dans le cours précédent. Alors pour commencer, on va faire quelques rappels de calcul différentiel. Donc, on a le théorème des valeurs extrêmes qui dit quoi? Ben, qui dit que si j'ai une fonction qui est continue sur un intervalle fermé AB, fermé, ça veut dire qu'il y a un point noir, un point à f de A, puis un point noir à f de B. Ben, si j'ai une fonction qui est continue sur un intervalle fermé, donc un domaine limité, cette fonction-là admet un maximum absolu et un minimum absolu sur l'intervalle. Par exemple, les cas de figure qu'on pourra avoir, ben, c'est par exemple les trois graphiques qui sont ici. Si on regarde ce qui se passe avec ces graphiques-ci, ben, le théorème dit que si j'ai un domaine limité, donc de A à B, ben, c'est sûr que j'ai un max ou un min. Donc ça, c'est la situation standard. J'ai un maximum absolu ici, j'ai un minimum absolu ici. Si je n'avais pas d'endroit où ma dérivée vaut 0, on vous rappelle, ici, j'avais une valeur critique et la dérivée valait 0. Si j'avais une valeur critique et la dérivée valait 0, donc j'avais 2 points critiques. Si je n'avais pas d'endroit où la dérivée vaut 0, mais que j'ai quand même une fonction continue et sur un intervalle fermé, ben, je suis sûr d'avoir un min absolu puis un max absolu. Parce qu'à la limite, ben, s'il n'y a pas de crête ou de creux, ben, les extrémités vont être les extrémums absolus. Donc, si j'aurais mon min absolu, j'aurais mon max absolu. Puis le cas un peu trivial ou limite de tout ça, si j'ai une fonction qui est constante, ben, tous les points de l'intervalle sont à la fois des max et à la fois des min. Ce sont tous des max parce qu'ils sont supérieurs ou égaux à tous les autres. Ce sont tous des min parce qu'ils sont inférieurs ou égaux à tous les autres. OK, deuxième rappel. Donc, juste avant, pour le théorème des valeurs extrêmes, ce qui est important de retenir, c'est que si j'ai une fonction continue sur un intervalle qui est fermé, donc de A à B, qui est limité, je suis sûr d'avoir au moins un max absolu puis un min absolu sur l'intervalle. Théorème des valeurs critiques. Ça disait quoi? Ça disait que si, encore une fois, j'ai une fonction continue, ici, cette fonction-là possède un extrémum relatif en C. Ouais, c'est sûr qu'en C. Donc, si j'ai un extrémum relatif quand x égale C, ben, c'est sûr que le point, c'est un point critique. C'est sûr que mon point ici, f de c, est un point critique, ou encore que x égale c est une valeur critique. Puis c'est quoi la définition d'une valeur critique? Ben, c'est un endroit où la dérivée égale 0, ou encore la dérivée n'existe pas. Okay? Si la dérivée vaut 0, ça ne veut pas dire que j'ai un extrémum relatif. Par exemple, la fonction x3. Okay? Si on regarde la fonction x3, ici, ma dérivée vaut 0. Donc à x égale 0. Même si je la monte un peu. Donc ici, ma dérivée vaut 0, mais je n'ai ni maximum ni minimum. Donc une dérivée peut valoir 0 sans que j'ai un extrémum. Mais par contre, si j'ai un extrémum, c'est sûr que la valeur où je suis en x est une valeur critique. Donc là, soit que la dérivée vaut 0, soit que la dérivée n'existe pas. On parle d'extrémum relatif. Donc par exemple, des cas de figure qu'on pourrait voir. Ce serait ça ici. Donc, par exemple, si j'ai une parabole, ça fait que j'ai une fonction continue qui a un extrémum, j'ai un minimum ici relatif, mais c'est sûr que le x qui est ici est une valeur critique. Parce que, bon, entre autres, la dérivée ici n'existe pas. Excusez, la dérivée vaut 0. Mais aussi, on peut avoir le cas de figure où la dérivée n'existe pas. Par exemple, un point anguleux dans une valeur absolue. J'ai un minimum ici relatif. Et ma valeur c, donc le x qui est ici est une valeur critique parce que la dérivée n'existe pas en ce point-là. Ça fait le tour des rappels. On va regarder un premier théorème pour les trois théorèmes d'analyse qu'on a à voir, qui est le théorème de Rolle du mathématicien français Michel Rolle. L'énoncé, ben,
je pars encore avec une fonction continue. Donc, si f est continue sur un intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc, je demande que ma fonction soit continue. Ça veut dire pas de trou, pas de saut, pas d'asymptote, incluant les bornes. J'ai des points noirs, comme ça, aux extrémités. Puis à l'intérieur, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'asymptote. Puis je demande qu'elle soit dérivable sur l'intervalle ouvert, c'est-à-dire dérivable partout, sauf peut-être aux extrémités. Donc si j'ai une telle fonction, la plupart des fonctions qu'on étudie respectent ces conditions-là. Donc en partant, si j'ai une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, si en plus f de A égale f de B, ça veut dire que, comme ici, si mon dessin commence et finit à la même hauteur, entre guillemets, en Y, alors qu'est-ce que je suis certain? Je suis certain qu'il existe un nombre C, donc une valeur de X que je vais appeler C, qui est élément de l'intervalle ouvert je vais trouver mon intervalle, ça sera pas long. Ici, de l'intervalle ouvert A, B. Tel que. Donc, si la fonction est continue, sur tout l'intervalle, dérivable à l'intérieur de l'intervalle, donc sans les extrémités, même si, bon, si c'est dérivable aux extrémités, tant mieux, mais c'est pas obligé. Si en plus, mon premier Y égale mon dernier Y, alors je suis certain qu'il y a une valeur de X dans l'intervalle AB que je vais appeler C, telle que la dérivée en ce point-là, f' de C, égale 0. Donc, encore, si j'ai une fonction continue sur un intervalle fermé, dérivable au moins à l'intérieur de l'intervalle, si en plus mon graphique commence et termine au même Y, je suis sûr qu'il y a une valeur entre A et B où la dérivée vaut 0. Je n'ai pas seulement une valeur critique, là, je spécifie que la dérivée vaut 0. Je ne parle même pas que la dérivée ne peut pas exister. Je suis certain qu'il y a au moins un endroit où on a une dérivée nulle. Comment on peut démontrer ça? Ben, regardons, la preuve est déjà écrite. On va juste la passer un peu par-dessus rapidement. Si la fonction est une constante, ben, le cas est réglé. Donc, si j'ai une fonction constante comme ça, ben, la dérivée vaut 0 partout. Donc, si ma fonction est constante, ma dérivée est égale à 0 pour tous les x dans l'intervalle. Donc, si c'est vrai pour tous les x dans l'intervalle, c'est vrai pour tous les x à l'intérieur de l'intervalle. Ça veut dire qu'ici, toutes les valeurs de x seraient des c possibles dans ce qui est prévu par le théorème. Puis le théorème ne dit pas qu'il en existe un unique c. Donc, il existe au moins un c. Quand vous voyez un symbole comme ça, il existe c. Ça veut dire qu'il en existe au moins un. S'il y en avait un seul, on aurait un autre symbole pour ça. Sinon, si je n'ai pas une fonction constante, ça veut dire que mon max est différent de mon min. Mais ça veut dire aussi que je suis sûr d'en avoir au moins un max puis au moins un min par le théorème des valeurs extrêmes. Donc, par le rappel qu'on a fait tantôt en calcul différentiel, je suis sûr que si ma fonction est continue et non constante, il y a au moins un min puis au moins un max. Ça, c'est certain. En fait, j'ai un min absolu puis j'ai un max absolu. Mais, on dit que f de A égale f de B. Ça veut dire que le max puis le min, ou le min en fait, donc un des deux ne peut pas être f de A puis f de B. Ça va? J'ai une fonction qui n'est pas constante. Donc, elle est soit croissante, soit décroissante, soit croissante et décroissante sur l'intervalle. Ben, si ma fonction n'est pas constante, c'est sûr que soit le max, soit le min n'est pas aux extrémités. Okay? Parce que je pars d'une fonction constante. Si je la modifie le moindrement pour que ce soit plus une constante, ben, forcément, soit le min, soit le max ne sera plus aux extrémités. Mais le théorème des valeurs critiques me dit que si j'ai un max ou un min, ben c'est forcément à une valeur critique. Et donc j'ai un max ou un min, qui n'est pas aux extrémités, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur de l'intervalle. Et donc, à l'intérieur de l'intervalle, je suis sûr qu'il y a une valeur telle que j'ai une valeur critique. Donc, soit que la dérivée vaut 0 ou que la dérivée n'existe pas, par le théorème des valeurs critiques. Mais une de nos conditions, c'est que la fonction soit dérivable. Donc, si la fonction est dérivable, je ne peux plus avoir le cas dérivée n'existe pas. Il me reste seulement dérivée égale 0.
Donc, je suis certain que puisque la fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, ben, la dérivée vaut 0 en au moins un endroit C dans l'intervalle AB. Si on avait des cas de figure, donc je peux avoir une constante. Puis pour le cas où je n'ai pas une fonction constante, ben, j'ai un max qui n'est pas en f de A ou f de B, ou un min qui n'est pas en f de A ou f de B. Donc, ça prouve mon théorème, qu'on résume encore une fois. Si j'ai une fonction qui est continue sur un intervalle fermé AB, dérivable partout, sauf peut-être aux extrémités. Si en plus, mon dessin commence et se termine à la même place, donc genre f de A égale f de B, comme ici, f de A égale f de B, ben, je suis certain qu'entre A et B, il existe une certaine valeur de x que j'appelle C, tel qu'à cet endroit-là, la dérivée vaut 0. Allons-y avec des exemples. Déterminer si le théorème de Rolle s'applique et, si oui, trouver la valeur de C prévue par le théorème. Et en passant, il peut y avoir plus qu'une valeur de C. Là. Donc, j'ai dit qu'il n'y en avait pas seulement un, comme dans l'exemple qui est ici, on en a deux. Il y en aurait un ici, parce que la dérivée vaut 0. J'en ai un ici, la dérivée vaut 0. OK. Si on a donc, on demande de déterminer si le théorème s'applique, puis si oui, de trouver la valeur de C prévue par le théorème. Donc, pour voir si le théorème s'applique, il faut vérifier les trois conditions du théorème. La fonction est continue partout, sur l'intervalle fermé, dérivable au moins à l'intérieur de l'intervalle, et f de A égale f de B. Si c'est le cas de ces trois choses-là, continue, dérivable, f de A égale f de B, on sait que le théorème s'applique, puis on va pouvoir trouver la valeur de C. Par exemple, si la fonction f de x égale valeur absolue de x moins 2 sur l'intervalle 0,4, est-ce que la fonction est continue? Oui, pas de problème. Une valeur absolue, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'asymptote. Est-ce que la fonction est dérivable? Je vais essayer de penser quelque peu. N'oubliez pas, on déteste les valeurs absolues en calcul différentiel. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où la valeur absolue n'est jamais dérivable. Un endroit de son domaine où la valeur absolue n'est pas dérivable. C'est où? On l'a vu tout à l'heure. C'est quand j'ai un point anguleux. Donc, à un point anguleux, il n'y a pas de dérivée. Et la valeur absolue possède un point anguleux sur son sommet. Donc, si le sommet de ma valeur absolue est dans l'intervalle que je me donne ici, ben, la fonction n'est pas dérivable partout. Où est le sommet de la valeur absolue? Le sommet de la valeur absolue, la coordonnée en x, on la trouve en égalant à 0 ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, si je mettais x moins 2 égale 0, ça me donne x égale 2. Et 2 est entre 0 et 4. Donc, ce n'est pas dérivable partout. On va dire dérivable non, car f' de 2, je vais l'écrire avec mon éditeur d'équation, ça va être mieux, car f' de 2 n'existe pas. La conclusion, c'est que le théorème ne s'applique pas. Okay, on peut passer à deux exemples. f de x égale cosinus de x. Ben, en fait, on pourrait l'illustrer si vous voulez. L'exemple de tout à l'heure. Donc, on se disait la valeur absolue de x moins 2 sur l'intervalle 0,2. Ah, pas 0,2, 0,4. Donc j'avais l'intervalle 0,4. Donc on voit ici que j'ai vraiment mon point anguleux à x égale 2. Il n'y a pas de dérivée à cet endroit-là. Je vous rappelle pourquoi. Juste avant 2, donc à la limite à 2 moins, la pente vaut moins 1. Puis tout de suite, d'un coup sec, après, la pente vaut 1. Donc je passe d'une pente de moins 1
à une pente de 1 instantanément. Je n'ai pas une variation continue de la valeur de mes pentes. Il n'y a pas de dérivée à ce point-là. Même s'il y a une valeur critique, j'ai un extrémum relatif, mais il n'y a aucun endroit où la dérivée vaut 0. La dérivée vaut moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, un non déterminé, puis 1, 1, 1, 1, 1. OK. Prochain exemple, f de x égale cos de x sur 0, 2pi. Est-ce que c'est continu? Oui, une fonction cosinus, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'asymptote. Est-ce que c'est dérivable? Oui, je peux dériver cosinus de x, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point anguleux, c'est une belle fonction lisse. Est-ce que f de a égale f de b? Est-ce que f de a égale f de b? C'est oui, car, je rappelle l'intervalle c'est 0, 2pi, car f de 0 égale f de 2pi égale 1. Donc, r cos de 0, c'est 1, puis cos de 2pi, c'est aussi 1. Donc, les extrémités sont égales. Ça veut dire que le théorème s'applique, et là, je vais pouvoir trouver la valeur de c prévue par le théorème. Donc, je vais dériver la fonction qui est ici, mais au lieu de mettre la variable x, je vais mettre la variable c. Donc, la dérivée de cosinus de c, ce serait moins sinus de c égale 0. Ça veut dire que sinus, évidemment, sinus de c est égal à 0 aussi. 0 divisé par moins 1, ça va faire 0. Ça implique que c est égal à arcsine de 0. Puis je vous fais un petit rappel du secondaire, ou même, probablement que ça a été revu aussi en calcul différentiel. Arcsine de 0, c'est k fois pi, où k est un entier relatif. Donc, tous les multiples entiers de pi en positif ou en négatif. Ce qui implique que, parce que là, j'ai un intervalle quand même qui est limité. N'oubliez pas que les réponses doivent être dans l'intervalle ouvert de 0 à 2pi, donc je ne peux pas prendre les extrémités. Fait que si je regarde les multiples de pi, ben, si je commence avec moins 1, moins pi, je ne serai pas dans l'intervalle. Donc je ne peux pas avoir de valeur négative pour k. Si je mets k égale à 0, 0 fois pi, ça fait 0. Mais le théorème dit que la valeur de c, ici, la valeur de c est entre a et b. Donc a point inclus puis b point inclus. Je ne peux pas prendre les extrémités de mon intervalle. Donc dans ce cas-là, pour mon exemple, je ne peux pas prendre 0. Si je prends k égale à 1, j'ai pi. Pi est entre 0 et 2pi, donc ça va. Donc, je peux dire que c égale pi. Si je prends k égale 2, j'ai 2pi, mais je ne peux pas prendre l'extrémité, donc je ne peux pas prendre cette valeur-là. Puis après, ben pour k égale 3, 4, etc., je serai à l'extérieur de l'intervalle. Donc j'ai une seule valeur possible qui est c égale pi. Est-ce que c'est vrai que la fonction f de x égale cos de x possède une valeur de x pour laquelle la dérivée vaut 0 entre 0 et 2pi? Ben, venons ici. Si on trace cos de x entre 0 et 2pi, on voit qu'ici, à pi, la dérivée vaut 0. Donc, il y a un endroit où la dérivée valait 0. Puis, on ne prend pas les extrémités. Prochain exemple. F de x égale 1 sur x moins 2 sur l'intervalle 1, 2. Donc, première condition, est-ce que c'est continu? Regardez comme il faut l'exemple. Je ne veux pas de trou, pas de saut, pas d'asymptote. Donc, entre autres, je ne veux pas de division par 0. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais avoir une division par 0 ici? Ben oui, quand x vaut 2. Puis, n'oubliez pas que la continuité, dans le théorème, la dérivabilité, c'est à l'intérieur de l'intervalle, mais la continuité, j'inclus les bornes. Donc ici, là, je dois tenir compte des bornes. À 2, il y a une discontinuité parce que j'ai une division par 0.
Donc, c'est non, car f de 2 n'existe pas. Puis l'existence de la fonction, c'est une condition de continuité. La fonction n'existe pas, donc c'est pas continu. N'existe pas en x égale 2. Et le dernier exemple, si j'ai la fonction cubique x3 moins 3x2 plus 2x moins 9 sur 0,1. Bon, juste avant, on va venir illustrer aussi ici. Qu'est-ce qui se passe à 1 sur x moins 2 sur l'intervalle 0,2? Là, on voit que la fonction a comme l'air de vouloir descendre beaucoup. Si j'aurais une asymptote verticale à x égale 2, j'ai une discontinuité. OK, mon dernier exemple, le théorème de Rolle, la fonction x3 moins 3x2 plus 2x moins 9 sur l'intervalle 0,1. Est-ce que c'est continu? Oui, un polynôme est continu partout. Il n'y a jamais de trou, jamais de saut, jamais d'asymptote. Est-ce que c'est dérivable? Oui, un polynôme est dérivable partout. Est-ce que f de A égale f de B? On va le vérifier. Est-ce que f de A égale f de B? Moi, je dis oui, car si on fait le calcul de f, donc mon intervalle c'est 0 et 1, donc f de 0 puis f de 1. Si on remplace par 0, moi j'ai 0 au cube, moins 3 fois 0 au carré plus 2 fois 0, ça fait moins 9. Est-ce que ça marche aussi quand je mets x égale 1? 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 moins 9, ça fait moins 9. Donc, ça marche. Ça veut dire que le théorème s'applique. Ici, je ne l'avais pas écrit dans mon troisième exemple. Je n'avais pas mis ma conclusion, mais on peut l'ajouter maintenant. Donc, le théorème ne s'appliquait pas parce que c'était pas continu. OK. Et je reviens à l'exemple que je suis en train de faire. Donc, le théorème s'applique. Je peux donc trouver ma valeur prévue par le théorème. Je vais dériver ça, mais en remplaçant x par c. Donc, la dérivée de c au cube, ce serait 3c carré. Je n'avais pas indiqué ici que c'était ma dérivée, là, mais on peut le mettre f' de c, mais bon. Donc, 3c carré. Pour des notes plus complètes, je vais indiquer que je faisais la dérivée ici. C'est pas obligatoire, là, mais ça va être plus clair pour les gens qui vont le lire par après. Donc, si on continue notre exemple. Donc, la dérivée de c au cube, c'est 3c carré, moins la dérivée de 3c carré, ça va être 6c. La dérivée de 2c plus 2, puis la dérivée de moins 9, 0. Puis je me demande quand est-ce que ça, c'est égal à 0. Je fais la fameuse formule quadratique. Donc, c égale moins b, ça va être 6, plus ou moins la racine de b carré qui est moins 6 au carré, moins 4 fois a qui est 3, fois c qui est 2, le tout divisé par 2 fois la valeur de a, donc 2 fois 3. Ce qui va être égal à 6, plus ou moins la racine de 12, donc 36 moins 24, divisé par 6. OK, maintenant, il faudrait voir, on n'est pas obligé de réduire la réponse. Je ne suis pas obligé ici de réduire en 2 racines de 3. Je peux laisser 6 plus ou moins racine de 12 sur 6, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que les deux solutions sont bonnes? Est-ce qu'avec le plus, c'est bon, puis avec le moins, c'est bon? Bien, je vais me faire une approximation numérique, donc égale environ.
je vais faire le calcul avec le moins. Donc 6 moins racine de 12 sur 6, ça donne environ 0,42. Et 6 plus racine de 12 sur 6, ça donne environ 1,58. Puis là, je vous rappelle que notre intervalle, c'est de 0 à 1. Fait que 1,58, c'est à rejeter, parce que c'est à l'extérieur de l'intervalle. Ce qui va donc me permettre de conclure. Donc, c'est égal. Puis je prends ici la seule valeur qui fonctionne, qui est 6 moins racine de 12 sur 6. OK, bon, pour les puristes, on pourrait réduire. Fait que je pourrais dire aussi... bon, OK, ça, comme réponse finale, c'est bon. Mais bon, je pourrais réduire. Je pourrais dire que c'est égal à ceci. 12, je peux le remplacer par 4 fois 3. Le but, c'est de trouver un carré parfait, qui est 4. Je peux sortir racine de 4, qui est 2. Je pourrais dire que j'ai ça ici. Puis, je pourrais ensuite simplifier par 2. J'obtiendrai 3 moins racine de 3 sur 3. C'est la même valeur. Donc, environ 0,42. Mais encore, là, j'insiste, ça aussi, c'est acceptable comme réponse. On va l'illustrer avec Maple. Donc, si je fais tracer la fonction x3 moins 3x2 plus 2x moins 9 sur l'intervalle 0,1, bon, on voit qu'environ 0,42, ma dérivée vaut 0. Donc, il y a un endroit où la dérivée valait 0. Évidemment, si j'avais prolongé ici jusqu'à 2, on aurait eu un autre, c'est celui qu'on a rejeté, là, environ 1,58, parce qu'on était à l'extérieur de l'intervalle. Bon, ça fait le tour pour le théorème de Rolle. On a d'autres théorèmes qui nous attendent pour les prochains cours.